Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Eh bien bonjour, salut les petites mains. Donc bienvenue à Parole d'Éduc TV. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une chaîne de télé. Voilà, une chaîne de télé ouverte à tous les éducateurs en tout genre, hein, pas que les diplômés, tous ceux qui font un travail éducatif, un accompagnement éducatif, ça s'adresse à tous ces gens-là. Voilà. Puis ça s'adresse aussi à tous les autres qui ont envie d'en parler aussi, hein, parce que l'éducation c'est intéressant, ça concerne tout le monde. Donc voilà. Alors je me présente, je suis Fred, moniteur éducateur dans un institut médico-éducatif. Mais bon, mon CV fera l'objet d'une autre vidéo, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, pourquoi cette chaîne de télé? Eh ben, c'est tout simple, hein, grosso modo, il ne nous reste plus que ça, nous les éducs, pour nous retrouver, pour échanger, pour nous regrouper, nous fédérer, nous rassembler, hein, afin d'échanger, de mettre des mots sur nos ressentis, sur nos révoltes, sur nos propositions, sur nos indignations, sur nos rêves, nos désirs, etc. Enfin, plein de choses. Voilà. En fait, il s'agit, en fait, cette télé, en fait, serait un forum, une place publique, voilà, où la parole serait libre. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut s'exprimer que librement. Voilà. On parle de moins en moins d'instituts, hein, mais de plus en plus de plateformes de services où on jette le personnel au gré des besoins des clients. Oui, parce que on dit plus usager, on dit plus résident, on dit client. Voilà. Donc il faut bien se le mettre dans la tête. Donc en plus, on aura certainement un jour un chronomètre en main, parce qu'il va s'agir, dans les temps à venir, d'effectuer un maximum de prestations en un minimum de temps. Hein? Voilà. On est dans une ère de rentabilité. Cette télé, c'est la conséquence d'une chose en fait. On s'est aperçu que même sur nos lieux de travail, on n'a plus le temps d'échanger entre collègues, d'échanger sur nos pratiques, sur les dispositifs mis en place pour accompagner les personnes en difficulté dont on s'occupe, hein, d'échanger sur les politiques menées par les associations qui nous embauchent, sur les politiques menées par les pouvoirs publics en ce qui concerne le social. On n'a plus le temps. On est obligé de créer une chaîne de télé, vous voyez où on en est arrivé. Hein. En gros, on a la tête dans le guidon, quoi. D'ailleurs, je suis sûr qu'un jour, ils vont nous offrir des guidons, hein, les grands décideurs des hautes sphères. Hein, oui, parce qu'il va falloir pédaler, hein. Il va falloir y aller, hein. Pédaler. La tête dans le guidon, pédaler. Voilà. Donc, que ce soit dans le handicap ou la protection de l'enfance, il y a une grande souffrance ressentie par les travailleurs sociaux. Ça, c'est général. Hein. Moi, la plupart des travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, que ce soit des éducs, que ce soit des assistants sociaux, même des psychos, et des psychologues, des psychomotriciens ou motriciennes, voilà, ils ont tous ce ressenti, il y a un gros malaise, quoi, et une certaine souffrance. Clairement, pour résumer les choses, on se sent pris pour de la merde. Sauf que si on n'était pas là, hein, sur le terrain, tout se casserait la gueule. Voilà. Petit à petit, nous sommes passés donc d'éducateurs, d'animateurs, d'accompagnateurs, à prestataires de services de vie sociale. C'est beau, hein? Ouais, vie sociale, ça sonne bien. On met le mot service avant pour faire encore mieux, mais ça, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Vie sociale, c'est un truc qui sonne bien. Mais moi, la question que je me pose, c'est du social sans vie. Je vois pas trop où c'est qu'on pourrait en trouver, à part au cimetière, à la morgue ou à la fosse commune. Mais c'est comme lien social, c'est aussi un truc qui sonne bien à l'oreille. Ça fait des décennies qu'on emploie cette expression sans avoir fait gaffe que c'était un pléonasme.
Ouais, un pléonasme, en fait, c'est dans une même expression, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, qu'on met l'un à la suite de l'autre, ou deux expressions dans une phrase qui veulent dire la même chose. Mais on aime bien, c'est comme trisélectif, voilà, vous avez un genre de pléonasme. Faut réfléchir au truc, le trisélectif. Et vous avez deux mots qui veulent dire la même chose. Lien social, voilà. Alors, essayez de faire du social sans lien, essayez, vous verrez. Si vous y arrivez, vous m'appelez. Hein. Je donnerai donc plus tard une définition de prestation de service, vous allez voir, c'est éloquent. Alors, qu'on nous ait rattaché à ça, c'est encore plus éloquent. Ouais. Oh, et puis non, je vais la donner tout de suite, la définition. Ça, comme ça sera fait. Alors, la prestation de service. Définition. La prestation de service est un contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur qui paiera ou s'engagera à payer en contrepartie le prix correspondant à la prestation. Il y a quand même une noisette dans le potage pour rester poli, car depuis 2002 et surtout depuis 2005, on a de cesse de parler d'accès à la citoyenneté. Alors, on parle de quoi? De citoyen ou de consommateur? On ne vous demande pas d'accompagner quelqu'un vers l'autonomie et la citoyenneté, on vous demande juste de répondre à des besoins, en fait. Hein? Donc, éduquer au sens noble du terme, c'est pas intéressant, car ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas rentable. En fait, on en est à chercher du sens à ce qu'on fait chaque jour dans nos structures. Voilà. Quand on va au boulot, de plus en plus, le matin, en allant au boulot, on se demande si on va trouver du sens à ce qu'on va faire dans la journée. Voilà. En clair, on aimerait exercer notre métier avec dignité, quoi. C'est vous dire si on est descendu bien bas hein, pour qu'on en soit là. Alors, lors de discussions informelles entre collègues, nous constatons qu'il y a une immense soif démocratique, une volonté de donner notre avis sur les orientations qui sont prises par les dirigeants des associations qui nous embauchent. Et il y a un grand désir de reconnaissance, comme je le disais précédemment. D'ailleurs, je sais aussi qu'il y a des chefs de service, des directeurs de structures qui font les mêmes constats que nous. Oui, mais voilà, le rouleau compresseur est tellement puissant que face à ça, on assiste à une résignation générale. Nous subissons petit à petit un processus de déshumanisation qui ne dit pas son nom. Alors, c'est quoi? Ce processus de déshumanisation, on peut le rattacher à la dématérialisation. La déshumanisation, ça commence par une injonction à communiquer par mail intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur des structures. Vous voyez? C'est-à-dire que on va se rencontrer entre collègues, hein, il y en a un qui va nous dire au fait, t'as lu mon mail là, le mail que je t'ai envoyé au sujet de machin et toi tu réponds bah non, je l'ai pas lu, ça parle de quoi? Ah bah t'as qu'à aller le lire, tu verras. Alors, on vient de passer 1 minute à se voir, à se parler, sans avoir parlé du sujet important, etc. Donc on va aller le voir sur le mail. C'est ça le début de la déshumanisation. Et ça se poursuit avec la suppression du lien avec les familles. Ben oui, parce que de plus en plus, nous, les acteurs de terrain, on n'a pratiquement plus de lien avec les familles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des coordinateurs de parcours qui se chargent de ce lien avec les familles. Mais, je vais mettre des guillemets là-dedans, hein, quand je dis que les coordinateurs de parcours, parce que la coordination de parcours, c'est un truc tout neuf, hein, ça vient de sortir. Donc, je mets des guillemets quand je dis que les coordinateurs de parcours s'occupent de ce lien avec les familles. En clair, ils ont le nez dans les dossiers des personnes accompagnées, mais elles ne connaissent la vie de ces personnes qu'à travers des écrits qu'on a rédigés nous à la va-vite, hein, sans qu'on ait pu se consulter entre collègues par rapport à certaines personnes qu'on accompagne. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps. La coordination de parcours, un parpaing de plus à l'édifice bureaucratique. Oui, alors je m'excuse, je connais des coordinateurs de parcours qui font certainement très bien leur boulot, mais je pense que
ces personnes-là font le même constat que nous, quoi. Elles se demandent quel est le sens de tout ça. Vous connaissez la métaphore de la grenouille qui finit cuite? Non? Eh ben je vais vous la raconter. Hein. Pour ceux qui, même pour ceux qui n'aiment pas les cuisses de grenouille, l'histoire est intéressante. Alors la voici, c'est très parlant. Hein. La métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Une grenouille nage dans une marmite remplie d'eau. Un feu est allumé pour faire grimper la température de l'eau. La grenouille continue de nager sans faire attention à ce qui se passe. Hein. Et puis l'eau, elle commence à devenir tiède. La grenouille s'affaiblit un petit peu, se demande ce qui se passe, et puis finalement, bof, elle continue de nager. Et puis la température continue de grimper, et puis ça grimpe. Et puis l'eau, elle devient chaude, alors la grenouille s'affaiblit. Elle commence un petit peu à se demander ce qui se passe. Elle trouve ça un peu désagréable, et puis au bout d'un petit moment, hop, ça y est, elle commence à s'y faire. Et elle continue de nager en ayant chaud, mais elle s'y fait. Finalement, elle y trouve son compte. Et puis, la température continue de grimper, jusqu'au moment où la grenouille, elle a fini par cuire. Donc, elle a crevé. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à plus de 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat pour être éjectée de la marmite. Ben oui. Cette expérience nous montre que lorsqu'un changement s'effectue de façon suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite par conséquent aucune réaction, aucune opposition et aucune révolte. Voilà, c'était donc la métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Eh bien, nous en sommes là. Nous nous agitons encore dans une marmite sous laquelle des gens bien intentionnés ont mis un feu. Oui, mais un feu light, hein, c'est un feu contemporain, un feu moderne. Et quand nous serons cuits, le social sera géré par des algorithmes. Alors, algorithme, je donne la définition parce que on m'a demandé, parce que quand j'en ai parlé, on m'a demandé ce que ça voulait dire. Alors, un algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit grâce à un langage de programmation en un programme exécutable par un ordinateur. Voyez ? Donc un jour, il n'y aura plus besoin d'éducateurs, il n'y aura plus besoin d'humains, il n'y aura plus besoin de... Il suffira d'avoir un ordinateur, une tablette, un smartphone. Voilà. Vous tous les acteurs du terrain social, vous êtes tous invités à venir vous exprimer donc à Parole d'Éduc TV. Donc, de plein de façons différentes. Hein. Vous pouvez venir vous exprimer, vous envoyer des vidéos, des témoignages sonores, pour envoyer des jolies lettres, donc par mail, hein, puisqu'on est dématérialisé. Mais on mettrait une adresse postale aussi. Hein. Puisque c'est vrai que le courrier par la poste, c'est joli, quoi. Puis ça fait travailler les facteurs, et plus on enverra des courriers par la poste, plus il y aura à nouveau besoin de facteurs, et on retrouvera un peu plus d'humain dans tout ça. Comme je le disais au début, donc je m'adresse aux éducateurs parce que je suis éducateur, et ça s'adresse à tous ceux qui ont un rôle éducatif, un rôle d'accompagnement, un rôle aidant. Voilà. Donc, amenez tous vos témoignages, hein, et puis faites des propositions de rencontres, de débats, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, parce le but c'est qu'on se rencontre, donc à travers ça, qu'on se fédère, voilà. Donc là je vais clore cette présentation, et je vais traiter cette déshumanisation, ce grand malaise général,
à travers les rubriques qui vont suivre là. Et donc pour expliquer ce grand malaise, moi j'ai mon explication à moi, hein, qui n'engage que moi, par rapport à ce grand malaise. Donc c'est de ça dont je vais vous faire part. Donc c'est mon explication perso, on n'est pas obligé de la partager, mais moi c'est comment je vois les choses. Et je pense que je suis pas tout seul à penser ça. Ou alors si je suis tout seul, je ferai berger, ou j'irai m'occuper de moutons, hein, peut-être, ou de chèvres, en Ardèche, ou en Bretagne. Donc je vous laisse, hein, et bienvenue à vous tous, et surtout, il n'y a tant qu'une chose, c'est de vous rencontrer. Et puis, ma foi, s'il n'y a pas de suite à ça, j'aurais au moins tenté un truc. Mais sans déconner, il faut qu'on arrête de rester isolé. C'est surtout ça qui compte. Voilà. Merci. Et maintenant, place aux rubriques. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, compétences. Oui, d'ailleurs, on se demande ce que cette rubrique vient foutre là-dedans, mais bon, c'est très simple, je vais vous expliquer. Alors, aujourd'hui, que ce soit au TAF ou à Pôle emploi, on nous gaffe du mot compétence. Oui, on nous en fout de partout, compétence. Alors, une compétence, c'est un peu ce qui vous met dans une case, vous voyez, hein. On ne nous parle plus de notre métier, hein, notre métier qui nécessite un savoir-faire, une réflexion sur ce savoir-faire. Là, on parle de compétences, comme ça, au moins, il n'y a pas à réfléchir. Lors d'un entretien d'embauche pour un poste d'éducateur, je prends cet exemple du coup parce que c'est celui que je connais le mieux, hein. De quoi on nous parle, qu'est-ce qu'on nous demande lors de cet entretien? On nous demande quelles sont nos compétences en informatique. Donc, est-ce qu'on sait se servir d'un traitement de texte? Est-ce qu'on maîtrise Word, Excel? Vous voyez, hein, mais par contre, rien sur la démarche éthique de l'éducateur. Hein. Non, alors là, non. Alors en fait, si on veut donner une pseudo-définition de la compétence est une aptitude à accomplir une tâche demandée par l'employeur. Vous voyez, et en même temps, il faut l'accomplir d'une façon qui plaise à l'employeur. Parce que si vous prenez une initiative un peu personnelle, vous risquez de perdre votre emploi. Alors, je vais donner un exemple tout bête de compétence. Hein. Je vais prendre l'image du chien. C'est pour expliquer d'ailleurs que la compétence, c'est une forme de dressage aussi. Alors, vous imaginez, on dresse un chien pour aller chercher le journal chez le marchand de journaux. Alors, vous avez souvent vu, que ce soit dans des films ou des dessins animés, enfin, bref, cette image du chien qui revient de chez le marchand de journaux avec le journal entre les dents. Hein, même moi je l'ai vu en vrai, hein, ça m'est déjà arrivé. Et ce chien a acquis une compétence, celle d'aller chercher le journal et le ramener à son bon maître. Donc en fait, la compétence, c'est un outil de soumission, hein, qui doit coûter le moins cher possible à l'employeur et en même temps qui doit s'inscrire dans un chiffre d'affaires le plus gros possible. C'est le contraire du métier qui lui aura plutôt une vocation à nous conduire à la résistance. Parce qu'à partir du moment où il y a réflexion sur le métier, il s'en dégage des valeurs. Et quand on commence à défendre certaines valeurs, ça peut nous conduire à la désobéissance. Donc vous voyez, la compétence, elle a un coût, le métier a des valeurs, et on a tendance des fois à confondre un peu les deux. Alors que coût et valeur, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Oscar Wilde donne une bonne définition du cynisme en utilisant ça, là, ce parallèle entre le coût et la valeur. Il dit, le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Balèze, hein? C'est à ce cynisme-là que nous devons le processus de déshumanisation que nous subissons dans le social, dans la santé, et puis aussi dans l'éducation nationale. Il faut bien dire que ça y est, hein. Le rouleau compresseur, il y a aussi. Hein. Voilà. Alors, puisque nous parlons de compétences, parlons de domaine de compétences. Parce que
Moi, dans mon métier de moniteur éducateur, on me demande d'acquérir 4 domaines de compétences. Alors déjà là, quand on est à domaine de compétences, on se rapproche du métier. On a acquis des choses qui viennent d'horizons différents, qu'on a associés pour construire un métier. Nous, on constate, nous les éduques, qu'on a été amputé d'un domaine de compétences. Hein, sans s'en rendre compte, hein, ça a été raboté petit à petit avec le temps. Hein. Il s'agit du domaine de compétences basé sur le travail en équipe. Hein. Une équipe soudée, c'est dangereux? Eh bien oui. C'est dans les équipes que les idées fusent. C'est dans les équipes que les bonnes idées circulent. Et des idées qui circulent, eh ben, ça peut être dangereux, ça peut être inquiétant pour des décideurs qui, eux, ont souvent très peu d'idées. Hein. Ben oui, c'est des gestionnaires, donc quand on fait de la gestion, on ne te demande pas d'avoir des idées, on te demande d'appliquer des règles de gestion, c'est tout, il faut faire de la comptabilité, etc. Hein. Et puis ils sont là pour nous imposer des formats, puis c'est tout. Hein. Il faut que nous on rentre dans le moule qu'ils nous imposent. Voilà. Donc à partir du moment où on accepte de rentrer dans un moule, on accepte de ne plus réfléchir, on accepte de ne plus imaginer, on accepte de ne plus fournir des idées. Oui, on va parler pognon. Ah bah oui. Et du coup, on va parler CEPOM. Hein? Ah bah c'est... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CEPOM, il faut avoir le nez dedans pour savoir ce que c'est. En fait, il s'agit d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Voilà. C'est ça que ça veut dire, CEPOM. Donc c'est à partir de ce truc qu'on négocie le financement. En gros, il s'agit de votre contribution gérée par des bouffons et détournée par des mafias institutionnelles. Alors, je vais le lire, hein, je vais lire la définition du CEPOM. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, entre parenthèses CEPOM, est, en droit français, le contrat par lequel un organisme gestionnaire d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'engage auprès d'une autorité de tarification sur une période pluriannuelle pour, en fonction des objectifs d'activité poursuivis par ces établissements, bénéficier d'allocations budgétaires correspondantes. Donc vous allez voir avec quel charabia est expliqué le CEPOM. Hein. Ce charabia, on le trouve sur le site de l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé. Alors, pourquoi ce charabia auquel on ne pige rien? C'est simple, on ne se révolte pas, on ne se mobilise pas contre quelque chose d'abstrait, contre quelque chose qu'on ne comprend pas. CEPOM rime avec sitcom, vous allez voir, c'est très rigolo. C'est donc sur ce charabia que les pseudo-négociations sont faites. Alors voici, on va commencer par cette perle. Vous allez voir, il y en a des perles. Alors, je cite. Le CEPOM est construit sur la base d'un diagnostic partagé initial permettant d'établir les constats à partir desquels les axes d'évolution sont déterminés. Vous avez compris? On peut y comprendre ce qu'on veut en fait. Ou alors, on peut dire non, j'ai rien compris, ça va plus vite. Hein. C'est un foutage de gueule car les financeurs, on ne les voit jamais sur le terrain. Donc déjà, ils parlent de diagnostic partagé initial. Donc, initial déjà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais diagnostic partagé. Mais ils viennent partager quoi? On ne les voit pas. Donc déjà nous, les acteurs de terrain, on ne les voit pas. Et ceux qui nous dirigent les voient, mais dans leur bureau. Donc en fait, je ne sais pas comment ils peuvent faire leur diagnostic partagé. Ensuite, je cite, les CEPOM s'appuient sur les principes suivants, 2 points. Une vision pluriannuelle. Alors, il faut savoir que c'est 5 ans. Hein. Donc la vision, elle est sur 5 ans. Au-delà de 5 ans, on ne voit plus rien. En plus,
je ne vois pas ce que cette vision a de pluriannuel, puisque chaque année, on se retrouve, nous, avec des outils en moins, parce que chaque année, on nous dit « Oh, il y a une compression budgétaire », alors que le contrat, il est signé pour 5 ans. Donc en clair, ça nous plonge encore la vision à plus court terme. Hein, on ne peut même plus parler de vision d'ailleurs à force, hein, ça va être un flash. Principe suivant. Le fruit d'une procédure de négociation. Alors, c'est le principe suivant, hein, il l'appelle comme ça. Le fruit d'une procédure de négociation. Donc quand on voit les résultats des négociations, on peut imaginer comment ça s'est passé en fait. En clair, les financeurs et les tarificateurs disent aux représentants des établissements asseyez-vous s'il vous plaît. En fait, on souhaite vous informer que vous aurez donc moins de pognon que la dernière fois, mais par contre, vous en aurez bien plus que la prochaine fois. Voilà. Et on peut imaginer que ça se passe comme ça. Principe suivant. Un suivi périodique prenant appui sur les outils du dialogue de gestion. Ah, c'est encore une bonne perle, hein. Vous avez vu la phrase là? Je sais, à force de trouver des perles, on va pouvoir faire un collier. Donc, en plus, gestion, hein, dans la phrase, est écrit au singulier. Alors, un dialogue de gestion, quand la gestion est seule, j'appelle ça un monologue. Alors, soit ils nous prennent pour des cons en écrivant des phrases comme ça, ce qui, à mon avis, est vrai, ou soit c'est des incompétents et des analphabètes. Hein, donc, faut choisir. Bon, alors, j'applaudis d'une main seulement, hein, compression budgétaire oblige, donc ça fera moins de bruit. Alors, les CEPOM listent entre autres, hein, les activités spécifiques et missions de service public qui lui sont reconnues, ainsi que les financements octroyés. Alors, ces activités et missions de service public, vous avez vu, hein, ils ont mis service public, ça c'est pour endormir les militants. Donc ces missions de service public sont tellement reconnues qu'elles disparaissent au fil du temps, puisque les financements octroyés se réduisent comme une peau de chagrin. Alors, mais c'est beau, ça sonne bien, hein, c'est mission de service public. Alors ils disent aussi, le CEPOM permet à l'établissement de justifier et de sécuriser son activité auprès de ses partenaires, financeurs notamment. Alors, quand on dit son activité, hein, à l'établissement, ça veut dire des activités dans l'activité. Et voilà, nous y sommes, à ce qui nous concerne, nous, les petites mains du terrain. Il faut donc répondre par une traçabilité, donc répondre par de la quantité. Car la qualité, c'est ce qui se construit dans le temps. Et le temps, c'est du temps, hein. C'est pas 5 ans. Hein. Ce qu'ils disent une vision pluriannuelle, mais 5 ans, ça passe vite, c'est rien 5 ans. Donc la qualité, par conséquent, n'est pas rentable. Voilà. Donc la qualité... Et pourtant, on nous tartine la tronche dans nos établissements avec la démarche qualité. Encore une fumisterie. Ben oui, parce que la qualité devrait aller de soi puisque nous sommes au service de notre prochain. Ouais. Et c'est là qu'on arrive au fameux projet de la personne que l'on accompagne, car chaque personne, il faut le savoir, a un projet. Ouais. Donc un projet qui doit répondre à ses besoins, à ses attentes. Hein. Oui, mais alors la plupart du temps, les attentes, on n'en a rien à foutre. Hein. C'est juste là pour faire joli. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous prendre un exemple très con. Hein, mais qui peut exister et qui existe. Oui, ça existe. Alors, il se peut que l'usager, pardon, le client, formule comme attente, je cite, « Je veux du temps libre pour faire ce que je veux, c'est-à-dire rien faire parce que j'aime ça. » Ah oui, ça peut être une attente, hein. Et puis même, pourquoi pas, c'est même une belle attente, hein. Mais, a-t-on le droit de mettre comme dispositif des longues séances de temps libre, basées sur un savoir-faire extrême, c'est-à-dire
ne rien faire. Car, comme le disait si justement Nietzsche, hein, oui, moi aussi je fais des citations, hein, je fais des belles phrases, sauf que les miennes, à la différence de l'ARS, elles tiennent la route. Donc, Nietzsche disait, l'oisiveté est mère de toute psychologie, en quoi la psychologie serait-elle un vice? Donc, oui, alors le système des cases. Donc, il faut imaginer une évaluation basée sur un système de cases à remplir et à retourner au financeur. Oui, parce que vous écrivez plus de phrases puisque vous ne pensez plus. Vous n'êtes plus là pour penser, vous êtes des exécutants. Donc vous ne savez plus parler non plus, vous ne savez plus écrire, rien. Donc vous remplissez des cases. Hein, les financeurs veulent ça. Hein, sur des fiches d'observation, des fiches d'évaluation, voilà. Alors, mais par contre, par rapport aux attentes de la personne que je viens de citer là, qui veut rien faire parce qu'elle aime ça. Alors moi je vais aller chercher hein, sur les formulaires, je vais chercher la case, 15 temps libre. Attendez, 15 temps libre, il n'y a pas. Bon, maintenant 15 ce que je veux. 15 ce que je veux, il n'y a pas. Bon bah, on va chercher la case rien faire. Hein. Rien faire, 15 rien faire, 15 rien faire. Il n'y a pas. Mais il faut bien remplir quelque chose. Eh bien ça veut dire ceci. Ça veut dire que nous répondons aux financeurs par des projets bidons qui font bien et qui sont vendeurs. Hein, à la lecture comme ça, hein, ou à l'oreille si on les lit. Hein. En fait on vend de la lessive dont on n'est pas sûr qu'elle lave. Mais bon, c'est vendu. Bref. On est cerné par Excel en fait. Et si on n'est pas dans une case Excel, on n'existe pas. Bon maintenant, là je vous ai fait ce que j'ai trouvé sur le site de l'ARS, mais maintenant, encore mieux, c'est sur le site santé-solidarité.gouv. Hein, alors là c'est de l'officiel. Hein. Alors vous allez voir les dégâts, hein, ça vient du gouvernement, ça s'appelle une circulaire ministérielle. D'ailleurs, Coluche disait, faire de la politique, c'est très simple. Hein. C'est 5 ans de droit, hein, 5 ans de droit, tout le reste de travers. Les CEPOM permettront à chaque acteur de se projeter dans l'avenir. C'est magnifique, sauf que c'est pas vrai puisque c'est faux. Alors pardon, je m'excuse. Hein. C'est faux parce que c'est pas vrai. Ou alors on considère l'avenir à pas plus de 5 ans. Vous voyez, on s'amuse bien à pondre des phrases qui ne veulent rien dire. Hein. C'est le début de la langue de bois. Ça commence comme ça, la langue de bois. C'est des belles phrases pour enrober les choses et qui veulent rien dire. Gag suivant. Le CEPOM permettra aux militants associatifs et aux administrateurs de retrouver leur vocation première, celle de donner du sens à l'action sociale. Alors là, ça veut dire, à partir de ce moment-là, que nous sommes en position de décider. Nous, les acteurs. Seulement voilà, ce principe magnifique est contredit par le principe suivant. Une modernisation des règles budgétaires dans le sens d'une plus grande autonomie des directeurs, chez nous on dit DG, hein, dans le monde associatif, DG, directeur général, hein, qui pourront gérer leur budget sur une période de 5 ans, parce qu'ils pourront eux-mêmes allouer librement les moyens sur les structures qu'ils gèrent, parce que, enfin, ils définiront et mettront en œuvre des objectifs managériaux. Voyez ? En clair, si vous tirez la langue dans vos structures, hein, si vous en bavez comme des Égyptiens, vous savez à qui vous le devez. Alors, comme vous avez pu le constater, dans ces formules qui présentent le CEPOM, il n'y a aucune phrase négative. Hein. Vous avez pu remarquer, tout est beau. Hein. Les phrases sont bien tournées,
Elles ont un côté tendance, branché, qui vont dans le sens de la modernité. Enfin, ils appellent ça la modernité, ils la voient comme ça, mais bon. Et mais à aucun moment, il est question des gens. On parle pas des gens là-dedans. Ce qui est quand même fou, parce que on est là pour les gens, on est là pour son prochain. Et non, c'est mentionné nulle part. On parle que de management, de gestion. Bon, en plus, j'ai remarqué, hein, donc très souvent, que ce soit dans des réunions plénières ou des journées associatives, etc., dans des colloques, on utilise beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui sonnent bien aussi, comme transversalité, mutualisation, optimisation, je peux en sortir d'autres, hein, restructuration, réorganisation. Ça, je l'entends très souvent. Alors, c'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ces mots, ils veulent dire tous la même chose. Ça veut dire qu'il y aura des suppressions de postes, hein, ou des ruptures, vous savez, ou des postes pas remplacés quand il y aura des départs à la retraite, ou des ruptures conventionnelles de contrat, un petit peu imposées. Vous savez, quand il y a des personnes justement qui trouvent plus de sens à ce qu'elles font par rapport à leur métier, eh ben, elles connaissent le burn-out. Donc, du coup, elles sont fragilisées et on leur propose, oh, vous voulez pas vous reconvertir? On voit que vous êtes plus, c'est plus votre truc, ce métier-là. Enfin bref, vous n'avez pas pensé à vous reconvertir? Allez, une petite rupture. Il existe des mauvais esprits, suivez mon regard, qui vont vous résumer tout ceci en une phrase. Pour le prochain CEPOM, on vous apporte la vaseline. Oui, donc je vais faire une synthèse rapide de tout ça, hein, suite à ce que je viens de dire sur le CEPOM. Alors, en fait, l'ADN du social, c'était la règle suivante. Les besoins définissaient les moyens. Par conséquent, il fallait tout mettre en œuvre pour répondre à ces besoins. Avec le CEPOM, on a inversé le truc. C'est-à-dire que c'est les moyens qui définissent les besoins. Alors, vous imaginez les répercussions. Par exemple, il y a une compression budgétaire dans une structure et un môme a besoin d'un orthophoniste. Alors, qu'est-ce qu'on dit au môme? Enfin, qu'est-ce qu'on lui fait comprendre? Parce qu'on ne lui dit pas en ces termes, mais en gros, ça veut dire ça. T'as besoin d'un orthophoniste? Eh ben, t'as qu'à la fermer, ça nous coûtera moins cher. Voilà. Comme quoi, l'économie a toujours les moyens de vous faire taire. Monsieur CEPOM a un allié de taille qui s'appelle Monsieur Séraphin. Alors, au début, je croyais que c'était quelqu'un, moi, Séraphin. Séraphin PH. Je me disais, tiens, il y a quelqu'un qui s'appelle PH, c'est marrant comme nom de famille. Mais non, en fait, je vais vous donner la définition de Séraphin, parce qu'après tout, on emploie ce truc sans savoir trop ce que ça veut dire. Alors, la définition, hein, c'est Séraphin, ça veut dire service et établissement, réforme pour une adéquation des financements des personnes handicapées. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait croire, monsieur Séraphin? Eh bien, il nous fait croire que c'est la personne qui est au cœur du dispositif, mais c'est faux. C'est le handicap et la structure qui sont au cœur du dispositif, et non l'humain. Oui, enfin, on devrait même dire c'est le handicap et la plateforme qui sont au cœur du dispositif, parce que le mot structure commence à être ringardisé, hein. Faut dire plateforme. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de dire là depuis un moment, eh ben, c'est même pas une caricature. Tant que nous, travailleurs sociaux, nous serons soumis à un système pyramidal, donc très hiérarchisé, qu'on rencontre très souvent dans le milieu associatif, nous ne pourrons pas exercer notre métier comme nous le voulons, comme nous le rêvons, hein. Le social est donc malade de cette bureaucratie. Quand on veut innover, en apportant des idées nouvelles, pour ensuite les expérimenter, eh ben, qu'est-ce qu'on entend comme musique, hein? Quelle musique entend-on? Là, ça peut faire un début de chanson, ça. Quelle musique entend-on? Eh ben, on entend ceci, une petite ritournelle.
Il faut créer des commissions pour étudier leur faisabilité. Voilà, c'est beau, hein? Mais c'est vrai en plus. On se croirait en France. Et pour accueillir ces commissions, qu'est-ce qu'il faut créer? Bah, faut créer des bureaux. Bah, et donc, tout ceci a un coût. Résultat des courses. Il ne reste plus de thunes pour rémunérer ces acteurs porteurs d'idées nouvelles. Bref, vous avez le droit d'expérimenter, mais bénévolement. Alors, il y a un proverbe arabe qui dit la chose suivante, hein. Enfin, c'est un vieux proverbe qui vient de Mésopotamie, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, qui dit ceci. Hein. Quand on veut faire, on se donne les moyens de faire. Quand on ne veut rien faire, on trouve des excuses. Et ben voilà, on en est là. On est dans le millénaire des excuses. Oh bah c'est sûr, hein, en ce moment des excuses on en trouve. C'est simple, elles tournent toutes autour de l'argument économique. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. On a trouvé un truc, c'est l'économie. Ça explique tout, l'économie. Surtout, ça vous explique que vous ne pourrez rien faire, globalement. Ou que vous pourrez faire une devanture de ce que vous aimeriez faire, une vitrine. Voilà. En clair, il nous faudrait transformer ces associations archaïques en coopératives. Car travailler dans le social, ça n'a rien à voir avec le secteur marchand. Ben oui. Donc les assos ne devraient pas se comporter comme des SARL. Normalement, dans une coopérative, tout est démocratique et beaucoup moins coûteux. Et avec ce système de coopérative, d'ailleurs, les financeurs n'auraient pas le choix. Ils seraient obligés de traiter avec les gens de terrain, c'est-à-dire nous. Voilà. Donc ça changerait pas mal la donne, là, parce que les tarificateurs, les financeurs, tout ça, s'adresseraient directement à nous. Donc ils auraient en face des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc, transformons ces associations loi 1901 en coopératives. Pas compliqué. Tout l'associatif lié au service public devrait fonctionner en système de coopérative. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se réapproprie notre métier, hein, qu'on se réapproprie le vrai langage qui correspond à notre métier, hein, avec de vrais mots. Car c'est les mots qui ont un sens, pas les sigles, pas les causes. Bref, devenons ringards ou has-been si on veut utiliser le langage branché. Alors, has-been, ça veut dire qu'on a été. C'est d'autant plus rigolo de se faire traiter de has-been par des gens qui n'ont jamais rien été puis qui ne seront jamais rien. Enfin, qui auront passé leur vie derrière un bureau et un écran d'ordi. D'ailleurs, on pourrait appeler notre télé, au lieu de l'appeler Parole d'éduc, on pourrait l'appeler Télé Ringard ou Has-been TV. Alors, avant de clore, là, je vais donner quand même la définition de coopérative pour que les choses soient bien claires. Alors, la coopérative se définit ainsi, selon le dictionnaire. Alors, on va prendre le ton de la voix off. Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Donc, tout reste à faire. Oui, projet. Hein, on entend ça partout, projet. D'ailleurs, je pourrais appeler cette rubrique, au lieu de l'appeler projet, je pourrais l'appeler tout est fait pour qu'on fasse rien. Précédemment, dans une autre rubrique, je faisais allusion au projet de la personne qu'on accompagne. Hein. Mais d'une façon plus générale, c'est quoi le projet? Hein? À quoi ça sert un projet? Alors, ça sert à répondre aux normes de la société marchande. On ne peut pas penser si on ne raisonne pas en termes de projet. Hein? Enfin, c'est du moins ce qu'on veut nous inculquer. Parce qu'on peut très bien vivre sans projet. Hein? Moi, j'en suis capable, perso. Mais bon, c'est autre chose. Là, on rentre dans la philosophie. Dans mon domaine, en ce qui concerne le projet, je vais illustrer ça avec un exemple de terrain qui peut paraître anodin. Hein.
vous êtes éducateur ou autrice, hein, et vous devez vous occuper de deux mômes qui viennent de péter un câble en classe. Hein, c'est des gamins qui ont des troubles du comportement, qui sont en échec scolaire. Donc, du coup, c'est là que vous devez vous en occuper, puis vous devez leur trouver une occupation, enfin bref, histoire qu'ils ne restent pas sans rien faire, qu'ils ne repètent pas un câble parce qu'ils s'emmerdent, quoi. Donc, vous décidez, tiens, pourquoi pas, de leur proposer de s'occuper des lapins qui sont dans le cabanon, qui est dans le potager. Ah oui, parce que ça arrive que des IME aient un potager avec un cabanon, avec des lapins et des poules, par exemple. Et du coup, vous leur proposez cette activité, ça les apaise, ça les motive, ils s'approprient le truc, bref, ça leur plaît bien. Et du coup, vous allez parler de cette réussite à votre direction, qui va vous répondre à un truc auquel vous ne vous attendez pas, ou alors vous vous y attendez tellement que ça vous fait marrer, et ça donne ceci. Vous avez rédigé un projet ? Car si vous n'avez pas rédigé un projet que nous devrons valider, vous ne pourrez pas continuer cette activité. De plus, il faudra vérifier si cette activité s'inscrit dans leur projet personnalisé. Balèze, hein ? Ça paraît gros, mais c'est en gros ce qui m'est arrivé une fois. Et si on veut déroger du projet initial de ces deux mômes, hein, leur projet personnalisé, eh ben, il faut écrire un avenant qui sera validé ou pas. Donc en fait, tout est fait pour qu'on ne fasse rien, hein, dans le concret. Je sais, j'exagère, mais pas assez, hein, parce qu'il faudrait que j'exagère un peu plus pour rattraper la réalité. Donc, on en est presque arrivé au stade où il faudra écrire un projet pour faire un gâteau avec 4 mômes, hein, ou pour organiser un match de foot, ou pour planter une tente dans le pré d'à côté. Et si les projets ne sont pas acceptés, on lira juste un livre de recettes, hein, on regardera juste les articles de l'équipe avec la photo d'Mbappé, et on regardera aussi des photos de Tante Igloo sur Internet. Voilà. Rien ne se fera concrètement, mais les rédactions de ces projets constitueront, elles, une traçabilité qui plaira aux financeurs. En clair, en fait, oui, ce qui est important, en fait, c'est que le projet soit écrit, hein, même si on ne fait rien de ces projets, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'il soit écrit. Ça, c'est pour les financeurs. Voilà. En clair, plus de spontanéité, plus de créativité, et plus d'expérimental. Le contraire de la vie, quoi. Si on veut parler de projet d'une manière générale, par exemple, faut pas parler de vivre pleinement. Il faut parler de projet de vie. Voilà. Pourquoi ? Parce que vivre pleinement, ça peut vouloir dire prendre le temps de vivre, ça peut vouloir dire jouir de l'instant présent, ne pas forcément consommer, ne pas forcément produire. Vous voyez, hein. Et donc ça crée un problème par rapport à cette croissance si chère à nos économistes. Comprenez ? Tandis que projet de vie, ça veut dire qu'on s'inscrit dans un processus économique. Donc le projet de vie a une valeur marchande. Eh bien mon projet à moi, c'est d'abolir le projet. Voilà. Une fois débarrassé de cette chose infâme, je pourrai enfin être disponible à 100% lorsque je m'occuperai des mômes. Voilà. Parce que c'est à partir d'une disponibilité totale qu'on peut vraiment faire de l'éducation. Bon voilà, c'est fini. Si certains veulent envoyer leur témoignage, leur coup de gueule, leur délire, qu'ils n'hésitent pas, hein. On peut m'envoyer ça par mail, sous forme de vidéo, sous forme d'enregistrement audio, ou des lettres par la poste, parce que je ferai apparaître une adresse postale. Parce que faire marcher les factrices et les facteurs qui apportent des jolies lettres, c'est quand même plus humain. Sinon, il y a la possibilité, s'il y en a qui ont envie de se rencarder, qu'on se retrouve dans un bistrot.
c'est vrai que les bistrots sont les derniers centres sociaux qui existent. Hein, et pourtant, il y en a de plus en plus qui ferment. Donc, il suffit de les fréquenter le plus possible pour qu'ils ferment de moins en moins. Voilà. Et puis, le bistrot, c'est quand même un endroit où on peut s'exprimer librement tout en buvant des canons. Donc, vous voyez, que demande le peuple? Des bistrots. À la revoyure, et puis à la prochaine. De toute façon, il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres gags, hein, donc centrer un peu là-dessus, sur l'éducatif, l'éducation, puis à la limite, pourquoi pas en faire des sketchs, hein, parce qu'il y aurait de quoi. Bon, allez, ciao!